Bonjour à tous. Youssef Tchoukachvili, donc Joseph Staline, disait que la mort était une solution à tout. La mort résout tous les problèmes puisque quand quelqu'un est mort, il n'est plus un souci. Pas d'homme, pas de femme, pas de problème. Et c'est une idée qui a été une idée directrice pendant très longtemps pour les dirigeants soviétiques, mais c'est une idée aussi qui est appliquée aujourd'hui en Russie poutinienne. Alexei Navalny, 47 ans, est mort en prison. 3 ans après son arrestation, il est mort dans des conditions, pourrait-on dire, suspectes. Alors, selon les représentants de la colonie pénitentiaire où il se trouvait, la colonie 3, il serait mort des suites d'une embolie pulmonaire. Pendant sa promenade quotidienne, il se serait évanoui sans raison et on n'a pas réussi à le réanimer. Donc ça paraît invraisemblable comme version. Pareil pour les versions qui nous sont livrées par les représentants de l'administration pénitentiaire russe qui disent que l'ambulance est arrivée en moins de 7 minutes, ce qui paraît improbable puisque l'hôpital le plus proche se trouvait au moins à 40 km. Donc, dans tous les cas, on a affaire à une suite de mensonges, une fois de plus. Donc, le pouvoir russe ment. Et c'est pas chose nouvelle, c'est une chose qui est qui est assez ordinaire en Russie. Quand quelqu'un est assassiné, on a affaire à toutes sortes de mensonges et c'est exactement ce à quoi on a affaire. C'est un assassinat, ça paraît évident. Pour ce qui est du corps, le corps n'a pas été remis à la famille. Pourquoi? Puisqu'apparemment, on fait ce qu'il faut pour faire disparaître les traces donc de l'assassinat. Mais tout porte à croire, en tout cas selon un témoin qui est anonyme, qu'il y aurait des hématomes sur le corps de Navalny. Donc tout porte à croire qu'il a effectivement été assassiné. Alors, qui et comment, ça paraît un détail puisque c'est quelqu'un sûrement qui a été envoyé par les autorités pour se charger de cette exécution. Il y aurait des informations non confirmées qui disent que des agents du FSB étaient arrivés donc à la colonie 3, donc la colonie où se trouvait Navalny, 2 jours avant sa mort. Dans cette prison, cette colonie pénitentiaire, il y aurait également eu un souci de caméra de surveillance. Donc tous ces indices nous laissent penser qu'il s'agit bien d'un assassinat. Alors, après sa mort, donc déjà le 16 février, il y a eu pas mal de gens qui se sont rassemblés donc pour protester contre cette mort, que ce soit en Russie ou dans le monde. On voit que le pouvoir poutinien réagit de façon très brutale, puisque tous ceux qui manifestent au nom de Navalny se font arrêter. Donc non, là, on est déjà à plus de 200 arrestations, 150 condamnations. Donc une situation qui montre bien que le pouvoir n'a pas l'intention de tolérer quelconque manifestation suite à ce décès, à cet assassinat. Alors, beaucoup de choses ont été dites concernant cette mort. Moi, j'aimerais simplement me concentrer sur les faits, puisque l'on présente Navalny en Occident comme une espèce de martyr, de héros, de chevalier blanc, alors que bon, il n'était pas un chevalier blanc. Donc, il faut bien voir que Alexei Navalny avait des idées très arrêtées, des idées nationalistes. Donc, lui-même se disait nationaliste. Par exemple, en 2008, il avait soutenu l'agression de la Russie contre la Géorgie. Il avait également soutenu l'annexion de la Crimée en 2014. Il avait même prétendu dans une interview que s'il avait été président de la Russie, il ne rendrait pas la Crimée à l'Ukraine. Il était contre l'arrivée de migrants des pays du Caucase en Russie. Il parlait même de potentielle déportation des habitants du Caucase de Russie. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même des idées très arrêtées d'un point de vue de droite, ça il faut le dire clairement. Donc c'était tout sauf un chevalier blanc. Et il faut également bien souligner le fait que si Navalny était arrivé au pouvoir en Russie, il n'y a rien absolument qui nous laisse penser que ça aurait été un pouvoir plus démocratique ou un pouvoir plus libéral que ce que fait Vladimir Poutine. Je rappelle également que quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, tout le monde était plein d'optimisme en disant voilà quelqu'un qui va remplacer Yeltsin, l'alcoolique,
qui ne tenait plus debout, c'était comme ça qu'il était perçu, et qui représentait une menace pour la sécurité du monde, au sens où on se demandait si en état d'ébriété, il n'allait pas tomber sur la mallette de la bombe atomique. L'arrivée de Poutine avait suscité à l'époque beaucoup de soutien en Occident. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si Alexei Navalny était devenu président de Russie, il aurait mené une politique bien plus impérialiste et bien plus nationaliste que ce que l'a fait Vladimir Poutine. D'où il faut bien voir que tous les opposants à Poutine ne sont pas des démocrates ni des libéraux. Je dirais même plus qu'aujourd'hui, en Russie, il y a quasiment plus de libéraux et de démocrates qui soient des potentiels opposants à Poutine. Alors effectivement, il y a quelques cercles d'intellectuels qui souhaitent se rapprocher de l'Europe, mais d'un point de vue politique, que ce soit dans les services secrets, le FSB, le VSL, le GRU ou autre institution qui fait partie de l'appareil de l'État, il n'y a absolument personne qui souhaite un rapprochement avec l'Occident ou qui souhaite une démocratisation de la Russie. Ça, il faut bien garder ça à l'esprit. Maintenant, il faut bien aussi comprendre qu'aujourd'hui, dans une grande majorité, les Russes sont traumatisés par l'époque Yeltsin. Et donc cette époque Yeltsin, les Russes ne veulent pas la voir revenir, puisque l'époque Yeltsin est vue comme un moment de décadence, de chaos, d'humiliation pour la Russie. Et aujourd'hui, que ce soit la population ou que ce soit les élites russes, on ne veut pas un retour à l'époque Yeltsin. Et le rapprochement avec l'Occident, la libéralisation de la Russie est justement perçue comme une espèce de retour à l'époque Yeltsin. Donc ça ne se fera pas. Et même si quelqu'un peut trouver ça pour le moins étonnant, voire impensable aujourd'hui, quand on prend les élites russes, quand on considère les élites russes, la personne la plus modérée, c'est Poutine et son entourage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est Poutine et son entourage qui ne souhaitent pas de guerre directe avec l'Occident, en estimant que cette guerre directe, on ne sait pas trop quels résultats elle pourrait avoir pour la Russie. Peut-être que quelqu'un se laisserait à utiliser l'arme atomique, on ne le sait pas, que ce soit les Occidentaux ou que ce soit les Russes, mais dans tous les cas, Poutine et l'environnement le plus proche, son entourage le plus proche, ne souhaitent pas une guerre directe avec l'Occident. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, Poutine, aujourd'hui, il est sous pression d'un certain nombre de personnes liées au GRU, liées au VSR, à l'armée, qui attendent de lui qu'il adopte une position plus ferme vis-à-vis de l'Occident. Donc, qu'il tente effectivement une guerre directe avec le flanc est de l'OTAN, parce que, selon ces gens, aujourd'hui, l'Occident est en position de faiblesse, et que c'est vraiment le moment, c'est maintenant ou jamais, qu'il serait temps de tenter quelque chose. Chose que Poutine se refuse. Alors, il faut revenir quelques mois en arrière pour nous rendre compte de cette opposition. Donc, je rappelle, le 24 juin 2023, il y a eu ce qu'on peut appeler un semblant de coup d'État en Russie. Donc, Yevgeny Prigozhin, secondé ou soutenu par un certain nombre de généraux, notamment Sergei Surovikin, peut-on penser, et d'autres généraux, qui ont essayé, on ne sait pas, pas forcément de prendre le pouvoir, mais de faire pression sur Poutine pour qu'il adopte une politique plus ferme vis-à-vis de l'Occident. Alors, donc ce coup d'État est tombé finalement. Prigozhin officiellement est mort. Je dis officiellement parce qu'il y a quand même pas mal de preuves qui tenderaient à dire qu'il ne soit pas mort en vérité, mais dans tous les cas, il a été assassiné. Et donc pour les citoyens russes, dans tous les cas, dans la version officielle, il est mort. Donc considérons cette version. Et donc, en apparence, ce coup d'État, ce coup de force a été brisé. Mais c'est qu'une apparence, parce que cette lutte aujourd'hui, au sein du pouvoir russe, elle continue. Et aujourd'hui, on voit très bien que Poutine a un souci, c'est que il craint pour son pouvoir. Et ça pourrait expliquer les raisons de l'assassinat d'Alexei Navalny, et j'y reviendrai. Mais pourquoi est-ce que Poutine a peur de son pouvoir? En fait, c'est pas les citoyens ou les élections qui l'inquiètent, puisque c'est parfaitement qu'aujourd'hui il a un soutien de la population de l'ordre de 70%, et c'est un soutien réel. Il sait parfaitement que il y a une adhésion massive à la guerre en Ukraine, qui est d'ordre de 80% en Russie. Pourquoi? Parce que les Russes ne ressentent pas cette guerre en Ukraine. Alors, il ne manque de rien. En Russie, on peut tout acheter. C'est peut-être un peu plus dur d'acheter de la mozzarella, mais on peut la remplacer par autre chose.
Si quelqu'un n'arrive pas à acheter une BMW ou une Jaguar en Russie, eh bien, il va au Kazakhstan, il se l'achète, s'il a les moyens. Si quelqu'un veut quitter la Russie, il la quitte, c'est pas un souci. Si quelqu'un veut échapper à la mobilisation, il peut se débrouiller pour y échapper. Et de toute façon, on fait en sorte que soient mobilisées les populations soit des provinces, donc pas des grandes villes, soit on se base sur des mercenaires. Alors on a toutes sortes de groupes de mercenaires, donc soi-disant indépendants, mais c'est des groupes qui sont connectés aux services secrets. Alors on connaît le groupe Wagner, il y a d'autres groupes, hein, comme par exemple le groupe Le Convoi, mais il y a des centaines de groupes qu'on ne connaît pas. Ce sont des mercenaires. La différence avec les mercenaires américains, c'est que ce ne sont pas des boîtes indépendantes. Ces entreprises-là, ce sont des créatures du GRU, pourrait-on dire. Donc ce sont effectivement des entités indépendantes juridiquement, mais dans les faits, elles répondent aux ordres du GRU. Donc elles ne peuvent pas prendre d'autres missions que ce qui leur est attribué par l'État russe. Mais dans tous les cas, l'État russe fait au maximum pour que la population ressente le moins possible la guerre en Ukraine. Et donc que la mobilisation ne soit pas pénible pour la population. Donc comme je vous disais, d'une part les populations des provinces, donc les mercenaires, mais également on apporte des mercenaires du monde entier. Aujourd'hui, on a des mercenaires du Népal, par exemple, qui font aussi partie des forces armées russes qui se battent en Ukraine. Donc aujourd'hui, la population, elle n'a pas vraiment de raison de se plaindre de cette guerre, elle ne la ressent pas. Les villes qui ressentent la guerre, ce sont les villes frontalières avec l'Ukraine, où effectivement il y a des missiles ukrainiens qui leur tombent dessus de temps en temps. Il y a aussi un ressenti de la guerre en Crimée, où il y a de temps en temps des explosions qui se produisent, qui ont beaucoup moins d'effet que ce qu'on dit dans les médias, mais bon, elles se produisent quand même. Mais dans une très très large majorité, ce qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est que les Russes ne ressentent pas les soucis ou des soucis concernant la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui se passe autre part. Eux, ça les concerne pas, s'ils veulent pas y participer. Il y a moyen de s'acheter sa liberté, hein, comme on dit en Russie. Donc, un pays a payé quelque chose de pas être mobilisé. Ceux qui ne veulent pas payer, ils peuvent quitter le territoire et on les empêche pas de le faire dans les faits. Donc, aujourd'hui, le problème de Poutine, c'est pas la population, loin de là. Aujourd'hui, le problème de Poutine, c'est son propre camp. Et son propre camp, une grande partie de ce camp est pas content. Parce que on estime que Poutine a vieilli, qu'aujourd'hui on l'appelle même Djadja, donc on l'appelle grand-père. On estime qu'aujourd'hui il est plus dans le coup, qu'il est en train de faire rater à la Russie une occasion de pouvoir effectivement arriver à bousculer l'Occident et de revenir quelque part à l'ordre d'avant 1989, donc d'une frontière avec le monde occidental. Donc qui inclut encore dans la sphère d'influence russe les pays d'Europe centrale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que veulent les Russes. Il faut bien comprendre que la guerre en Ukraine, c'est pas un but en soi. La guerre en Ukraine, c'est une façon, de leur point de vue, de stopper l'OTAN, et surtout, c'est une façon de renégocier les sphères d'influence en Europe. Donc, dans le scénario idéal pour les Russes, ce qui serait pour eux la solution, ce serait de revenir en fait aux frontières de 1989. Et c'est pour ça qu'ils font la guerre aujourd'hui en Ukraine. Donc il faut bien comprendre que cette guerre en Ukraine n'est pas une fin en soi, c'est qu'une étape dans leur pensée géopolitique. Mais dans tous les cas, on estime que Poutine est en train de rater une occasion et qu'il devrait donner l'ordre d'attaquer un des pays du flanc est de l'OTAN, justement pour faire plier l'OTAN, parce que selon cette pensée, donc des opposants à Poutine, en fait, donc ces gens estiment que une attaque sur l'OTAN ne susciterait aucune réaction importante de la part de l'OTAN et qu'en fait, pour éviter une escalade, les pays occidentaux seraient prêts à céder l'Europe centrale. Poutine, lui, refuse ce scénario parce qu'il estime que ça porte un grave danger et qu'il y a beaucoup de risques. Mais aujourd'hui, c'est là que se situe le rapport de force. Et c'est là que se situe le conflit. Alors, revenons à Navalny. Pourquoi est-ce que Navalny a été assassiné? Alors déjà, par qui il a été assassiné? Alors, une chose qui est certaine, c'est que c'est par Poutine et ses hommes. Pourquoi? Parce que Navalny est devenu un souci pour Poutine. Alors, il faut bien voir que donc, Poutine l'a gardé en vie. Donc, il a été arrêté le 17 janvier 2021 dès son arrivée en Russie. Il a été gardé en vie par Poutine. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les dirigeants russes font ça. Donc, il y a des opposants, des gens qui sont plus ou moins connectés à l'Occident. On les arrête, on les garde en vie, histoire de les échanger contre quelque chose. Donc, ça reste une monnaie d'échange.
Quand on veut montrer un élan de dégel, d'ouverture, on les libère 10 minutes ou un peu plus longtemps, histoire de montrer qu'on est plus ouvert, plus conciliant. Et donc Navalny devait faire partie de ce groupe de gens qui justement sont une monnaie d'échange ou alors un élément qui permettrait de montrer en fait à la Russie ou de montrer par la Russie au monde qu'elle est prête à l'ouverture. Mais le problème, c'est que il y a pas mal de zones d'ombre concernant la détention de Navalny, parce que beaucoup d'éléments portent à croire qu'il avait des complices quelque part. Alors, si l'on prend son incarcération, on voit qu'il a quand même été détenu dans les 3 prisons les plus dures en Russie. Et ça l'a pas empêché d'avoir un contact avec le monde extérieur, puisqu'on voit qu'il a tweeté, on voit qu'il a envoyé des lettres. Donc la question est de savoir comment. Alors, il y a 2 options. Soit ces lettres ou ces tweets, il ne les a pas écrits, et ça a été écrit par quelqu'un de son équipe pour faire croire au monde que Navalny communiquait, c'est une possibilité. Ou alors, la deuxième option qui me paraît la plus probable, c'est qu'on les laissé communiquer avec le monde. Donc il y a eu des complices, il y a eu des complices qui lui ont permis de tweeter, qui lui ont permis d'envoyer des messages. Et donc, qui dit complice, eh bien, dit soutien. Et on peut supposer que Navalny avait des soutiens dans le camp des opposants de Poutine. Pourquoi? Parce que ses opposants se sont peut-être dit qu'à un moment donné, on pourrait se débarrasser de Poutine, remplacer Poutine par Navalny, donc qui a de bons contacts en Occident. Donc ce serait soit une monnaie d'échange, soit une façon de mener en fait à un redémarrage des relations Occident-Russie, ou soit mettre au pouvoir quelqu'un de plus jeune et qui avait les mêmes idées qu'eux, parce qu'il faut bien voir que Navalny a les mêmes idées que les gens aujourd'hui du pouvoir du Kremlin. C'était un nationaliste, c'était quelqu'un qui remettait en cause donc l'indépendance de la Géorgie, qui soutenait l'invasion de la Crimée. Alors, il avait un peu revu ses propos parce qu'il avait été soutenu par l'Occident, mais dans les faits, c'est quelqu'un qui a une vision très nationaliste. Donc, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue idéologique, correspondait tout à fait à ce que recherchaient les opposants de Poutine au sein du Kremlin, ceux qui voulaient une ligne plus dure vis-à-vis d'Occident. D'ailleurs, moi, je suis convaincu de ça. Je pense que si Navalny avait été président, il aurait mené une politique bien plus dure que ce que fait Poutine vis-à-vis d'Occident. Puisque Poutine, pourrait-on dire, quelqu'un qui a été formé par le KGB, donc il pense en termes de KGBisme, un homme soviétique, alors que Navalny, c'était un vrai nationaliste russe. Donc il avait une pensée russe de ce qui pouvait être la pensée tsariste d'avant 1917. Et cette pensée russe-là, elle voyait la frontière entre l'Occident et l'Orient, donc la Russie, sur la Oder. Donc c'est une pensée qui excluait même l'existence de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, des États d'Europe centrale. Donc il y avait sûrement une communauté de pensée entre les opposants à Poutine au sein du Kremlin et Navalny. Moi, je suppose que ces gens-là le soutenaient, donc le maintenaient en vie, le soutenaient, lui permettaient de communiquer, histoire de bien montrer qu'il était là, qu'il existait, et il pensait s'en servir à un moment donné. Poutine s'en est rendu compte, et pour montrer au monde entier, pour montrer à ses opposants qui était le vrai patron, il a fait tuer Navalny. Pourquoi? Parce que d'un point de vue des dirigeants russes, d'un point de vue de Staline et d'autres avant lui et après lui, la mort résout tout. La mort résout tout parce que une fois que l'homme n'est plus, les problèmes ne sont plus non plus. Donc si aujourd'hui quelqu'un a assassiné Navalny, c'est ce qui porte à croire que c'est ce qui s'est passé. Le coupable tout désigné, c'est Poutine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Poutine qui avait intérêt à le faire tuer. Alors, il faut aussi un peu revenir sur la personnalité de Navalny. Il faut bien voir que, parce qu'on le compare souvent à Alexander Litvinenko ou Sergei Skripal. Non, c'est faux. Alors, Navalny n'était pas un homme du système. Il faut bien voir que c'était un homme hors système, voire anti-système. Lui avait fait sa popularité en 2011-2012, pendant les grandes manifestations en Russie contre les fraudes électorales des élections parlementaires de 2011 et des élections présidentielles de 2012. Et il faut bien voir que l'État a essayé de l'acheter, parce qu'on lui a donné un siège au conseil d'administration de l'Aéroport. Alors, donc il y est resté à peu près un an. Après, il en a été exclu, puisque donc, on a bien vu que ça marchait pas. Navalny, lui, il a bâti toute son image sur la guerre contre la corruption.
que ce soit donc la corruption liée à Dmitri Medvedev, Dmitri Peskov ou Poutine lui-même. Donc il dénonçait la corruption. Mais c'est pas quelqu'un qui faisait partie du système en soi. Donc c'est un personnage un peu différent de ce qu'on a pu voir avec Skripal ou avec la petite Finienne, quoi. Mais dans la méthode, c'est la même méthode. Parce qu'il faut bien voir que en Russie, en fait, il y a une façon de faire. C'est comme ça que ça se passe, pour ainsi dire. Le pouvoir ne peut pas se permettre d'être contesté. Il y a deux choses qu'on ne tolère pas d'un point de vue du pouvoir en Russie, c'est la contestation et la trahison. Alors, quelqu'un qui a trahi, il faut qu'il meure. Et ça, c'est pas discutable. Il faut qu'il meure, point barre. Il faut qu'il soit puni pour ça. Et ça concerne les Russes, mais également les gens qui ont travaillé pour eux. Alors moi, je peux vous donner l'exemple, parce que moi je suis franco-polonais, donc l'exemple d'un espion polonais, donc qui, à l'époque communiste, dans les années 70 et 80 du XXe siècle, avait travaillé pour les Américains. Donc c'était un colonel de l'armée polonaise, Ryszard Kuklinski. Il avait travaillé pour les Américains, donc c'était quelqu'un qui était très proche des hommes les plus haut placés du pouvoir, en fait, en Union soviétique, que ce soit à l'époque Brezhnev ou même des gens comme Kulikov ou Stinov, donc vraiment les gens qui étaient le plus haut placés dans l'appareil soviétique de l'époque. Donc il avait accès vraiment au secret militaire le plus sensible de l'URSS et surtout, donc il a réussi à démontrer aux Américains que leur façon de voir la guerre contre l'Union soviétique, en cas d'agression soviétique, était pas la bonne. C'est qu'en fait, les Russes avaient l'intention d'attaquer en deux vagues. Donc la première vague devait être composée des soldats d'Europe centrale, donc Pologne, Tchécoslovaquie, RDA, Roumanie, Bulgarie, etc., etc. Cette vague devait être destinée à être détruite, probablement par l'arme atomique. Et ensuite, c'est la deuxième vague de soldats qui devait attaquer, cette fois soviétique, une fois que les Américains n'auraient plus de munitions, pour ainsi dire, pour les atomiser. Donc cet espion, donc, il a travaillé pour l'Occident pendant 15 ans, vraisemblablement. Ensuite, il a été évacué, donc il a réussi à s'enfuir de la Pologne communiste, mais il a pu goûter à la vengeance soviétique. Des années plus tard, ses deux fils sont morts dans des conditions inexpliquées. Sa femme a eu un accident de voiture, donc qui l'a mis dans un fauteuil. Donc Kuklinski a payé le prix fort. Et que ce soit en Union soviétique ou en Russie, ceux qui trahissent, ils payent le prix fort. La vengeance doit les atteindre, et c'est une façon de faire pour bien montrer qu'on ne pardonne pas la trahison. Les exécutions sont toujours publiques. Il faut que tout le monde voit qui et pourquoi. Donc la trahison n'est pas pardonnée. Mais l'opposition non plus. Parce qu'un dirigeant qui est un opposant, qui s'oppose à lui directement, on estime que bon, c'est l'opposant qui n'est pas suffisamment fort pour être dirigeant. Donc, un dirigeant, un tsar, doit littéralement éliminer ses ennemis pour être respecté. C'est ce qui est fait. Et même en Russie, il y a vraiment une tendance d'éliminer de temps en temps quelqu'un de manière publique pour bien montrer qui est le vrai patron. Et c'est une façon qui est utilisée par Poutine, mais aussi par ses prédécesseurs, donc c'est pas nouveau. Alors on parle de Litvinenko, Alexander Litvinenko, donc qui a été empoisonné au polonium. On parle d'Anna Politkovskaya qui a été abattue, devant son immeuble. Mais en fait, il y a des dizaines de centaines, voire de centaines de cas de personnes dans le monde, hein, que ce soit les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Donc de gens qui ont été exécutés pour une raison ou une autre parce que ils faisaient de l'ombre au pouvoir. Soit parce qu'ils avaient trahi, soit parce qu'ils faisaient de l'ombre au pouvoir. En Russie, c'est comme ça que ça se passe. Vous trahissez, vous faites de l'ombre au pouvoir, ben, il faut que vous supportiez les conséquences, vous en subissiez les conséquences. C'est leur façon de faire, et c'est comme ça que ça se passe en Russie, et ça, il faut bien le comprendre. Navalny, c'est un personnage qui est comparable à Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky, lui aussi, avait été maintenu dans une colonie pénitentiaire pendant des années. Et finalement, les Allemands se sont débrouillés pour le faire sortir de Russie. Quel a été le prix payé par l'Allemagne, ça on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas gratuit. Maintenant, on peut supposer que Poutine avait les mêmes projets pour Navalny. On peut supposer que Poutine avait l'intention de le laisser partir à un moment donné contre une rémunération.
Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que Navalny représentait un danger parce que il avait des complices. Il avait des complices au sein de son appareil de l'État. Et du coup, comme il avait des complices qui avaient l'intention d'utiliser Navalny contre lui, eh bien il l'a exécuté. Il l'a éliminé. Donc d'une part, ça résout son problème puisque bon, il n'y a plus de possibilité de l'utiliser Navalny contre lui. D'autre part, donc il montre à la population, même à ceux qui sont ses opposants, qui est le vrai patron, parce qu'on Navalny a été éliminé et aujourd'hui il n'est plus là. Et puis donc c'est une façon pour le pouvoir de montrer qui est le vrai patron qui dirige, mais surtout qu'il n'y a pas d'issue et qu'il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça que ça se passe et c'est tout. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça que les choses se déroulent. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, si une personne a éliminé Navalny, c'est bien Poutine. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'aujourd'hui, son pouvoir vacille. Et aujourd'hui, Poutine, on voit clairement, a peur pour son pouvoir. C'est un pouvoir fébrile, c'est un pouvoir qui vacille. C'est quelqu'un qui voit bien qu'il est en fin de course, qui est à la fin de son règne. Mais le problème, c'est que lui, il sait parfaitement comment ça marche en Russie, il sait comment les choses se passent. Et qui sait parfaitement que c'est soit lui qui détruit ses opposants, donc qui les tue tout simplement, soit c'est lui qui un jour ou l'autre sera tué. Alors finalement, la seule exception à ce système, c'est Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fait vraiment exception à cette règle, puisque Boris Yeltsin a cédé, pourrait-on dire, le pouvoir à Poutine, parce qu'on considérait à l'époque Poutine comme étant une marionnette de Yeltsin. Alors je rappelle que quand même, donc, Poutine est arrivé au pouvoir parce qu'il a été trouvé, on peut dire sélectionné par la fille de Yeltsin, Svetlana, et donc c'est ce qu'on appelle la triade, donc l'entourage de Yeltsin, qui a mis Poutine au pouvoir, qui en a fait Premier ministre. Et d'abord, on l'a mis à la tête du FSB, ensuite on a fait le Premier ministre de Russie, parce qu'on s'inquiétait de l'apogée, de la montée en puissance de Yevgeny Primakov à l'époque. Mais on estimait que Poutine était du côté de Yeltsin. Et puis il y a eu toujours, même s'il y a eu beaucoup de mépris du côté de Poutine pour Yeltsin, il y a quand même eu cette espèce de respect. C'est-à-dire cette façon de dire, ok, c'est toi qui m'as fait, donc je te ferai pas de mal. Donc c'est une exception vraiment à la règle où donc Yeltsin cède le pouvoir à Poutine, mais en Russie, le pouvoir, ça se prend. Et pour prendre le pouvoir, eh bien, il faut tuer ses opposants. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, Poutine, il se rend compte que si c'est pas lui qui élimine ses opposants, c'est eux qui vont l'éliminer. Mais il y a une façon de faire qui est une façon très dure, mais qui est incontournable en Russie. Et donc il y a un ressenti parmi la population de fatalité, c'est-à-dire que les choses se passent comme elles se passent et que ce sera jamais différent. Ça explique en partie pourquoi est-ce que les Russes tolèrent le pouvoir et l'acceptent, parce qu'il y a cette façon de penser que voilà, les choses sont ce qu'elles sont en Russie. Il n'y a pas d'autre solution pour en parler. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit Poutine, que ce soit un autre. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc voilà, chez nous c'est comme ça. Quand vous parlez russe, c'est ce qu'ils vous diront. Bah chez nous c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Les compromis. Donc les compromis, c'est une façon de compromettre quelqu'un parce que quelqu'un a gêné donc un homme d'État. Voilà, on va le détruire, on va le compromettre, on va l'arrêter, on va le, le garder en détention ou pire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est la façon de faire de l'État russe. Donc cette façon apathique d'aborder cette situation par la population russe, bon, qui est très symptomatique, mais c'est comme ça que c'est vu. Mais le fait est que aujourd'hui, si Navalny a été exécuté, c'est bien parce que Poutine a un souci. Il a un grave souci de pouvoir, il se rend bien compte qu'il est en fin de course. Mais nous aussi, il faut bien qu'on comprenne, on estime que Poutine, c'est le diable personnifié, que c'est un meurtrier, un criminel, etc., etc. Mais il faut bien qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'alternative démocratique en Russie. Et que quand Poutine ne sera plus, eh bien, on va regretter l'ère Poutine, c'est moi qui vous le garantis. Parce qu'aujourd'hui, Poutine fait partie des plus modérés. Et donc les gens qui peuvent le remplacer potentiellement, ce sont des gens qui vont mener droit vers la guerre avec l'Occident. C'est des gens qui représentent la ligne dure, la ligne nationaliste, même plus soviétique, parce qu'on a affaire à une autre génération. C'est plutôt une ligne nationaliste, telle qu'on l'a connue dans la Russie du 19e, 20e siècle, donc avant la révolution bolchevique.
Parce qu'aujourd'hui, on a plus ce clivage Occident-Orient en Russie. C'est un clivage qui a existé au 19e siècle, certes, à l'époque tsariste, ça a existé jusqu'à après la Première Guerre mondiale. On estimait qu'il y avait justement ce besoin d'avoir des rapports avec l'Occident, même de s'occidentaliser jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la Russie a le sentiment d'un exceptionnalisme russe. La Russie a le sentiment qu'elle a été humiliée par l'Occident, qu'elle a été expoliée, qu'elle a été volée, pour ainsi dire, par l'OTAN, qu'on lui a menti, qu'on a profité de la faiblesse de la Russie, et qu'aujourd'hui, la Russie, si elle veut survivre, eh bien, il faut qu'elle se batte, parce que l'OTAN étend ses frontières, et que si la Russie ne dit pas stop, eh bien, elle va se retrouver à être mangée par l'OTAN. Et il y a ce ressenti, même parmi la population, quand vous parlez à la population russe, ils estiment que la guerre en Ukraine, c'est pas la guerre contre le régime ukrainien, voire les Ukrainiens, c'est la guerre contre l'OTAN. Parce qu'ils estiment qu'en fait, ils ont été agressés par l'OTAN, parce que l'OTAN est arrivé en Ukraine, donc à organiser l'Euromaïdan. Alors les Russes estiment que l'Euromaïdan et la chute de Yanukovych, c'est un coup d'État organisé par les Occidentaux, et que du coup, ça a été organisé pour faire avancer la sphère d'influence occidentale justement vers l'Est, et que si aujourd'hui les Russes ne disent pas stop, et ben du coup, ils perdront la confrontation avec l'OTAN. Et quand vous parlez, par exemple, à ceux qui font la guerre, même soldats russes, même ceux qui sont capturés, ben, vous diront qu'ils font la guerre contre l'OTAN, qu'ils sont là en Ukraine pour faire la guerre contre l'OTAN. Donc aujourd'hui, il y a ce ressenti en Russie que la Russie est menacée, que la Russie doit se battre, que la Russie a justement un souci parce qu'elle est directement menacée par l'OTAN, qui veut sa perte, qui veut sa chute. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun politicien proche de Poutine ou proche du pouvoir qui soit plus modéré que lui. Il n'y a aucun politicien aujourd'hui en Russie qui vous dira il faut revenir à des relations plus civilisées avec l'Europe, l'Occident. Il faut stopper le conflit, la confrontation. Ça ne mène à rien. Il n'y a aucun politicien aujourd'hui qui est réellement du pouvoir en Russie qui vous dira que le pays doit être démocratisé, qu'il faut libéraliser le pays, qu'il faut l'occidentaliser. Aujourd'hui, non. Il n'y a absolument personne qui vous dira ça en Russie. En tout cas, personne qui a du pouvoir, qui a de l'influence. Ceux qui ont ce genre d'approche, ce genre de démarche, ce sont des élites, ce sont des politiciens qui sont très très loin d'avoir de l'influence en Russie. C'est un groupe d'intellectuels qui est principalement concentré aujourd'hui autour de l'association Mémorial, qui d'ailleurs a été délégalisée. Mais aujourd'hui, donc tous les gens qui ont une approche pro-occidentale en Russie, donc soit ils se taisent, soit ils quittent la Russie. C'est comme ça qu'aujourd'hui les choses se passent en Russie. Alors, tout porte à croire que Navalny a été assassiné. Ça, on peut quasiment avoir aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce que en Russie, les choses se passent comme ça. On a considéré qu'il avait été une menace pour le pouvoir. Poutine a considéré que pour lui, ce serait mieux d'avoir Navalny mort que Navalny comme argument monnaie d'échange. Et donc, il a fait tuer. Et ça paraît absolument chose que l'on peut tenir pour sûr. Qui l'a tué? Ben, directement, est-ce que ça a une importance? Ce sont des agents du FSB, ça paraît sûr. Mais c'est arrivé parce que Poutine a dû considérer que Navalny avait des complicités. Elle avait des complicités au sein du camp du pouvoir, mais au sein de ses opposants, et que ses complices, ses opposants, pourraient utiliser Navalny contre lui, justement pour lui prendre son pouvoir. Donc il a estimé que il valait mieux l'exécuter pour ne pas avoir de soucis. Mais ça lui permet aussi également de montrer sa force. Et je me permettrai de revenir à une conférence de presse que Poutine avait donnée en début de 1921. Alors je me permets de rappeler également que en août 2020, donc Navalny a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Et il a été transporté en Allemagne pour y être soigné. Donc il a mené son enquête et tout mené au Kremlin. Et donc une situation qui montre très bien donc la façon de voir du pouvoir russe, du Kremlin. Pendant une conférence de presse, une interview que Poutine donnait à des journalistes russes, qui se faisait à l'époque en distanciel, puisque c'était l'époque du Covid, on avait demandé à Poutine si c'était effectivement lui qui était derrière l'empoisonnement de Navalny. Et ça, Poutine, ça l'avait énervé.
Non pas qu'on l'ait accusé d'avoir essayé de tuer Navalny, c'est pas ça qui l'a énervé. Ce qui l'a énervé, c'est qu'on puisse suggérer qu'il avait voulu tuer Navalny et que Navalny ne serait pas mort. Et d'ailleurs, Poutine l'avait dit clairement, si nous, l'État, si moi j'avais voulu le tuer, il serait mort. Et donc, dans la mesure où il est vivant, où c'était une tentative d'assassinat et que ça n'a pas marché, ça prouve bien que c'est pas nous, c'est pas l'État. Parce que nous, quand on veut le tuer, quand on veut tuer quelqu'un, ben il est mort. Et Poutine était effectivement inquiet parce que si ça avait effectivement avéré que donc, les preuves de Navalny avaient été vraies et que donc c'est le FSB, donc le département chimique qui était derrière son empoisonnement du FSB, ça aurait démontré que les hommes de Poutine étaient incapables d'exécuter une mission, une exécution. Et ça aurait porté préjudice à l'image de Poutine. Parce que quand Poutine veut exécuter quelqu'un, quand l'État russe ou un tsar veut exécuter quelqu'un, bien sûr, quelqu'un, il est mort, tout simplement, il est mort. Et si l'État, le dirigeant, le tsar, donne l'ordre de liquider quelqu'un et que cette personne survit, ben là, c'est grave, parce que ça prouve que c'est un homme faible. Donc Poutine avait été inquiet du fait que quelqu'un puisse penser qu'il n'avait pas réussi à le tuer. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de parler d'allégations parce que ça portait préjudice à sa propre image. Donc il faut bien voir cette façon de fonctionner de l'État russe. Cette culture du meurtre, elle est présente en Russie depuis des centaines d'années. C'est comme ça que ça se passe en Russie, tout simplement. Quand vous voulez diriger le pays, il faut montrer que vous avez de la poigne. Et pour montrer que vous avez de la poigne, eh bien, tout simplement, c'est triste à dire, mais de temps en temps, il faut que quelqu'un se fasse descendre. Parce que ça montre que vous avez de la poigne, que vous n'hésitez pas et que vous faites ce qu'il faut pour avoir le pays en main. Il faut bien rappeler que Navalny n'est pas le premier à être exécuté ces dernières années par le régime Poutine. On peut aussi parler de Boris Nemtsov. Lui, il a été assassiné sur les marches même du Kremlin. Il a été abattu sur les marches même du Kremlin. Et ça, c'était clairement une façon de démontrer que c'est comme ça qu'on traite nos opposants. Boris Nemtsov faisait partie à l'époque donc de l'opposition, c'était même le leader de l'opposition anti-Poutine. Il avait critiqué les élections de 2012, il avait critiqué Poutine pour la guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée. Pour ça, il a dû être éliminé parce que publiquement, il avait fait affront à Poutine, avait fait affront au tsar. Et il faut bien voir que la Russie a sa façon de fonctionner. C'est une façon bien russe de fonctionner. Il y a cette culture du meurtre, il y a cette culture de la violence, il y a cette culture du pouvoir qui doit être fort s'il veut être respecté. Et c'est pas demain la veille que ça va changer. Donc, à tous ceux qui pensent que la Russie peut être démocratisée, qu'il y a des forces pro-démocratiques, pro-libérales, je leur dis clairement, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes clairement dans l'erreur. Il n'y a absolument aucune force pro-libérale, pro-démocratique, pro-européenne, pro-occidentale en Russie, aujourd'hui, qui soit en mesure de changer quoi que ce soit dans le pays. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Il faut aussi garder à l'esprit le fait que même si on estime que Poutine donc est un criminel qui se livre à des crimes de guerre et à des crimes d'État, ça en reste pas moins que c'est l'un des plus modérés aujourd'hui dans l'appareil du pouvoir russe. Et qu'une fois que Poutine perdra son pouvoir, ce qui arrivera plus tôt que tard, vraisemblablement, on pourra vraiment s'en inquiéter parce que tant que Poutine est là, lui, au moins, n'est pas décidé. On voit clairement qu'il ne veut pas de guerre ouverte avec l'Occident, mais une fois qu'il perdra le pouvoir, qu'il sera remplacé par des gens comme par exemple Medvedev ou des gens comme Turchak, ou d'autres gens qui font partie de son environnement dont on parle moins, des gens qui sont plus connectés au service secret de l'armée par exemple, là on aura un souci parce que ces gens-là, eux, veulent la confrontation. Mais quand on regarde l'affaire Navalny, il faut aussi bien voir que il y a pas mal de zones d'ombre dans ce personnage. Donc d'une part, il y a donc ses idées politiques qui étaient loin d'être démocratiques. Après, ce qui paraît aussi assez étonnant, c'est que il soit revenu en Russie en 2021 après avoir été victime d'une tentative de meurtre à l'empoisonnement. On peut se demander pourquoi il avait décidé de revenir en Russie en janvier 2021.
alors qu'il savait parfaitement ce qu'il attendait. Donc ça paraît assez, assez étonnant comme décision. Ce qui paraît aussi étonnant, c'est comme je le disais, c'est il avait pu communiquer avec le monde extérieur en étant en prison. Je le rappelle, il avait été quand même dans les 3 colonies pénitentiaires les plus dures en Russie. Donc il y a pas mal quand même de zones d'ombre concernant ce personnage, savoir qui il était vraiment, à qui est-ce qu'il était connecté, ce qu'il avait vraiment pour projet. Mais ce qui est sûr, c'est que Poutine avait vu que quelque chose se tramait, ou alors il avait pensé que quelque chose se tramait. Il avait vu qu'il y a eu des complicités, il a décidé d'y mettre fin, tout simplement. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est responsable de sa mort, c'est bien Poutine. Ça, c'est incontestable. Mais en Russie, les choses se passent comme ça. La trahison, l'opposition est punie de mort. C'est comme ça que ça se passe. On voit comment les services secrets de l'armée, par exemple, gèrent les trahisons. Donc les espions qui sont capturés, ils sont brûlés vifs dans des fours. Et c'est pas des légendes, hein, c'est une réalité. Et donc le Gérus, qu'on appelle l'aquarium, faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle d'aquarium. Eh bien, le GRU, donc le service secret de l'armée, on l'appelle l'aquarium parce que quand vous êtes dedans, vous vivez comme un poisson dans l'eau. Mais si vous quittez l'aquarium, vous mourrez. Il n'y a pas d'autre issue que de mourir parce que sans aquarium, sans l'environnement de l'aquarium, vous n'avez plus d'oxygène. Donc, si vous quittez les services secrets de l'armée, vous quittez l'aquarium, et bien, vous mourrez. Et les gens qui sont recrutés au sein de l'aquarium, GRU, dans les écoles d'officiers, la première chose qu'on leur montre, c'est comment est-ce qu'on traite les espions. Donc en fait, on leur fait passer un film, on leur montre bien que ceux qui ont été capturés pour espionnage, pour trahison, on les brûle vifs dans des fours. On le montre aux jeunes cadets, aux étudiants, et en leur demandant bien s'ils veulent participer, travailler pour le GRU. Ils ont le choix. Ils peuvent, après avoir visionné ce film, dire non, on veut pas, ou alors y participer. Mais si vous avez décidé d'y participer, si vous rentrez dans l'aquarium, eh bien, il faut bien comprendre que la punition, la peine pour ça, si vous trahissez, si vous trahissez, eh bien, vous finissez dans un four vivant, quoi. Hein. Je souhaite aussi dire quelques mots concernant ces soi-disant ex-soviétiques ou russes qui auraient trahi le système, qui aujourd'hui en parlent beaucoup et ouvertement. Alors, il faut bien voir que il y a aussi eu un modèle russe, c'est d'envoyer toutes sortes d'agents pour faire de la propagande ou de la information. Donc des gens qui auraient soi-disant trahi la Russie et donc qui sont là pour donner une fausse idée de la Russie dans le monde occidental, ou alors dire des choses qui sont tout simplement favorables à ce que veut le pouvoir russe. Par exemple, dans les années 80, il y a pas mal de gens comme ça, de soi-disant traîtres du KGB ou du GRU, qui avaient déserté pour raconter en Occident comme quoi l'armée soviétique était sur le bord de l'effondrement, que l'URSS était sur le bord de l'effondrement, etc. Donc un de ces hommes, c'était Viktor Suvorov, donc un ancien agent russe, soviétique à l'époque, donc qui avait soi-disant déserté du GRU, donc qui vit en Grande-Bretagne et qui a écrit un certain nombre de livres, notamment Soldat et Svobode, où il explique que l'armée soviétique, c'est une armée qui tombe en lambeaux, c'est une armée finalement qui s'écroule. Je dis toujours, soyez prudents par rapport à ce genre de discours, parce que beaucoup de ces gens ont effectivement été envoyés pour raconter la version que Moscou veut propager en Occident. Et moi, je pose toujours la même question. Si quelqu'un a déserté comme Suvorov le GRU, bon, ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il est là et qu'il raconte ses histoires, qu'il écrit ses bouquins. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore mort? Parce que, je veux dire, un officier qui a réellement déserté le GRU, qui a déserté un service secret russe, c'est quelqu'un qui tôt ou tard finit par se faire attraper par les services secrets russes. Donc, ceux qui, soi-disant, auraient déserté et qui se font passer pour des stars et qui racontent, soi-disant, toutes sortes de choses concernant la Russie, et il leur arrive rien. Moi, personnellement, je suis très prudent par rapport à ce genre de personnages parce que pour moi, ce sont des gens, justement, qui ont été envoyés là pour faire de l'infox, quoi. Hein. Donc, il faut aussi être très prudent concernant ce que racontent les soi-disant déserteurs et les soi-disant personnes qui, depuis 40 ans, sont là, qui ont soi-disant déserté, qui se sont soi-disant menacés, mais à qui il n'arrive rien.
parce que ils ont été envoyés là pour faire de l'infox, voilà. Donc il faut juste avoir cette conscience. La Russie, c'est un pays spécial. C'est un pays qui a son mode de fonctionnement, qui a son manuel de fonctionnement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Russie, les règles sont ce qu'elles sont. Et les choses se passent comme elles se passent. Et donc, soit vous respectez ces règles en étant là-bas et vous pouvez y vivre, soit vous les respectez pas et vous en subissez les conséquences. Et souvent, ces conséquences, c'est la mort. Les Russes n'hésiteront pas à tuer parce que ça fait partie de leur culture politique, ça fait partie de leur façon de faire. Et surtout parce que dans l'idée du pouvoir, il y a cette thèse de Staline qui dit qu'en gros, la mort résout tous les problèmes parce qu'une fois que quelqu'un est mort, eh ben, il n'est plus un souci et que ça résout le problème définitivement. Et que les Russes n'ont aucun souci pour résoudre ce genre de problème de cette façon parce que ça résout les choses définitivement. Donc, la Russie, c'est un pays spécial. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent y aller comme ça, démocratiser ce pays, libéraliser ce pays, ben, ils se trompent. Ça marche pas comme ça. Donc moi, je dis toujours prudence à toutes ces âmes bien pensantes qui pensent qu'ils peuvent aller faire de la promotion de la démocratie, du libéralisme en Russie, et que ça porte pas à conséquence. Eh bien, si ça porte à conséquence, vous pouvez disparaître, vous pouvez vous faire arrêter, vous pouvez subir toutes sortes de choses parce que les Russes ont leur façon de faire, et c'est pas demain la veille que ça va changer. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps à regarder cet enregistrement. Je vous invite à poser vos questions, à faire vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dans un avenir proche, je ferai d'autres films en polonais et en français, donc des films concernant les événements ayant lieu en Pologne, en France ou en Europe. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. J'invite également tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a quelconque valeur, bien vouloir vous abonner à ma chaîne, parler de ma chaîne à vos contacts. Pour l'heure, je vous remercie une fois encore du temps que vous avez consacré à cet enregistrement et vous dis à bientôt, à très bientôt.